Salut les ATPistes, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le deadlift. La semaine dernière j'ai mis une vidéo de moi en train de réaliser un deadlift en déficit et je vous ai demandé si un article sur le deadlift vous intéresserait. La réponse a été oui et vous vouliez un IGTV, donc l'IGTV vous est proposé aujourd'hui. Donc le deadlift, c'est un mouvement polyarticulaire qui permet de travailler principalement la chaîne postérieure. Donc la chaîne postérieure, c'est tout ce qui va être ischio, fessier, érecteur du rachis, extenseur du tronc et tout ce qui va être fixateur des omoplates derrière. Accessoirement, le deadlift travaille aussi les mollets et les trapèzes. Donc c'est un très bon exercice pour travailler, je le répète, votre chaîne postérieure. La chaîne postérieure est très importante dans le corps humain, tout simplement parce que la chaîne postérieure permet de rester debout et de tenir en équilibre. C'est-à-dire que sans votre chaîne postérieure, vous aurez tendance à tomber. Et en fait, tous les muscles que je viens de citer permettent de tirer et de garder le corps droit et de faire face au déséquilibre permanent auquel est confronté le corps humain vers l'avant. Et donc, c'est votre chaîne postérieure qui vient tirer. Une chaîne postérieure faible entraîne très souvent des douleurs au niveau du dos et automatiquement les gens qui passent trop de temps assis ou la sédentarité, on affaiblit les muscles de la chaîne postérieure et une partie des maux de la société actuelle sont dus à un manque de renforcement musculaire sur l'ensemble de ces muscles. Donc là on est plutôt dans le côté sédentarité. Dans le côté performance, on va dire que la chaîne postérieure, mais automatiquement, si elle est importante dans la vie quotidienne, elle va être aussi importante dans n'importe quel sport ou activité physique, et surtout si on va être performant. Notamment quand on parle de triple extension. La triple extension cheville, genou, hanche est souvent motrice dans de nombreux sports, et principalement les muscles moteurs de la triple extension sont les ischios, les fessiers, et le deadlift peut en partie permettre d'améliorer la force ou la puissance de ces muscles. On a fait une vidéo sur YouTube sur les bénéfices ou les intérêts de la triple extension dans la performance sportive. Donc je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube Athletic Training Performance pour avoir un maximum d'informations dessus. Le deadlift, c'est aussi trois variantes. Le traditionnel, où on va avoir les mains à l'extérieur des genoux. Le sumi-sumo, où on va avoir les mains à l'intérieur des genoux, mais avec les pieds légèrement écartés. Et puis il y a le sumo, où on a les pieds très écartés, très larges, qui nous permet d'avoir une trajectoire de barre qui est beaucoup plus courte et qui va permettre de soulever beaucoup plus lourd. Sur un deadlift traditionnel, on est principalement sur le renforcement des muscles que j'ai cité au début de la vidéo, bien que la composante des quadriceps est importante. Quand on fait du deadlift traditionnel, très souvent, on ne cherche pas à tirer la barre, mais on cherche à pousser avec les pieds dans le sol, et souvent les quadris permettent d'initier le mouvement. En semi-sumo, ça va être un mix entre le traditionnel et le sumo. Le sumo, on travaille principalement les adducteurs, enfin principalement, du moins ils sont beaucoup plus sollicités que sur les deux autres variantes, et on travaille beaucoup plus en dos et en extenseur de hanche. Donc chaque variante du deadlift a ses intérêts en fonction du sport, en fonction de l'athlète. On va utiliser telle ou telle variante. Souvent la variante sumo est utilisée en compétition de force athlétique parce que vu que la trajectoire est plus courte, on peut soulever plus lourd. Mais on peut très bien utiliser le deadlift sumi-sumo ou sumo en préparation physique, par exemple pour un renfort spécifique des adducteurs. Voilà un petit peu pour la présentation du deadlift et de nombreuses variantes qui existent. Maintenant, la question est comment peut-on progresser en force sur le deadlift et comment peut-on avoir un gros max en deadlift? Tout simplement en appliquant des méthodes de force qu'on pourrait utiliser sur le squat, sur le développé couché ou sur le développé militaire. Donc ça peut être, pour faire simple, 5 séries de 3 répétitions à 90% de son max,
ou une sorte de planification linéaire où on va d'abord faire un bloc d'hypertrophie, un bloc de masse, un bloc de force. Ça peut être du ondulatoire en faisant semaine 1 hypertrophie, semaine 2 masse, semaine 3 force et on recommence semaine 4 hypertrophie, etc. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend du préparateur physique, du coach et de ses méthodes de coaching et de programmation pour améliorer les max sur le soulevé de terre. Bien entendu, il y a des exercices accessoires qui sont très intéressants. Donc on peut renforcer les muscles, spécifiquement les muscles moteurs du deadlift, les ischios, les fessiers, les lombaires, donc faire du good morning, des hip thrusts, travailler les adducteurs du rachis avec du Jefferson curl, etc. Il y a plein de possibilités. On peut aussi travailler le deadlift avec des départs en déficit, comme la vidéo que je vous ai mis la semaine dernière, que je vous remets juste maintenant. Mais on peut aussi travailler avec un départ au-dessus des genoux pour juste travailler et réaliser le lockout, le verrouillage. Tout dépend où est votre point faible. Si vous avez du mal sur le départ au deadlift à décoller la barre, il vaut mieux privilégier le déficit. En revanche, si votre problème c'est au-dessus des genoux, vous avez du mal à venir verrouiller et à terminer le mouvement, dans ce cas-là, on va plutôt travailler avec un départ des blocs ou un surélevé, tout dépend le matos que vous avez à votre disposition. Améliorer la force sur votre deadlift, vous pouvez aussi travailler avec du tempo, c'est-à-dire vous pouvez contrôler la phase de descente. Vous pouvez aussi travailler avec des pauses, c'est-à-dire qu'au moment où vous soulevez votre barre, vous faites une pause au genou de 2-3 secondes, on finit le mouvement, on raccompagne la barre au genou, on refait une pause de 2 ou 3 secondes et enfin on finit et on pose la barre au sol. Ce sont aussi des possibilités afin d'augmenter le temps sous tension. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est touch and go ou drop and go. Touch and go, c'est je touche le sol et je repars de suite. Donc, je garde la tension permanente au niveau des lombaires en essayant de limiter au maximum le rebond. Donc, on va taper le sol, mais on va éviter de faire comme certains peuvent faire, par exemple en crossfit, où vraiment ils vont percuter le sol pour que la barre rebondisse. Donc ça, on peut le faire surtout quand on travaille avec des bumpers, avec les plates de force attelée automatiquement, c'est plus compliqué. Soit on peut faire du drop and go, c'est-à-dire que j'arrive en haut, soit je lâche la barre, soit je réaccompagne la barre au sol, je me replace et je repars. Le touch and go est bien pour travailler le temps sous tension, c'est-à-dire qu'automatiquement, je vais travailler sur la phase concentrique et un petit peu sur la phase excentrique parce que je vais gainer et retenir la charge pour pouvoir toucher le sol et repartir de suite. Sur le drop and go, du coup, vu qu'on lâche la barre ou vu qu'on raccompagne la barre sans retenir la descente, automatiquement, il n'y a pas ce travail accentué sur l'excentrique. En revanche, sur le drop and go, on met plus l'accent sur le départ et la position de départ parce qu'on est obligé de se replacer, de recontracter, on repart avec une vitesse 0 alors que sur le touch and go, on a la vitesse de la descente. Tout dépend quels sont vos intérêts et ce que vous recherchez. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez de l'hypertrophie ou que vous voulez augmenter votre temps sous tension, on peut très bien travailler en touch and go. Un petit peu comme si sur des squats, on descendait, on remontait, on ne faisait pas de pause en haut, on redescendait directement. Si vous voulez plutôt mettre l'accent sur la technique et sur la qualité de votre départ et faire un petit peu comme du dead start sur du strict press par exemple, ou une pause sur les pecs au bench ou une pause sur un squat complet, on va automatiquement s'arrêter au sol, se replacer et repartir. On peut très bien coupler du touch and go et du drop and go. C'est ce qu'on appelle du tempo. C'est-à-dire que vous allez retenir votre descente. On est sur une phase contrôlée de l'excentrique. Je touche le sol, touch, et je repars directement. Donc, je touche le sol, je ne repars pas directement, je me replace, je remonte, je redescends, je contrôle, la barre touche le sol, je me replace, je repars. Si on repart de suite, voilà, c'est pas considéré comme un drop and go ni un touch and go, c'est entre les deux, mais ça a aussi son efficacité. Donc,
il est important, quand vous faites faire du deadlift à votre athlète, à votre sportif, de bien cerner les intérêts et ce que vous voulez faire exactement travailler à votre athlète pour lui proposer le meilleur format, méthode possible. En préparation physique, je vais vous donner l'avis d'Athletic Training Performance, d'ATP. On utilise le deadlift chez les athlètes qui ont besoin d'une chaîne postérieure très forte. Ça peut être le cas par exemple dans les premières lignes en rugby, ça peut être le cas d'un judoka. Voilà, généralement on l'utilise et on l'intègre dans des sports qui ont vraiment l'utilité de pratiquer le soulevé de terre. Par exemple, je ne vais pas forcément faire du soulevé de terre à un golfeur ou à un nageur. Bien qu'on puisse leur en faire parce que ça peut être intéressant. Comme je disais, une chaîne postérieure forte c'est important, donc on peut leur en faire. Mais est-ce qu'on va leur faire en assistance ou en renforcement, ou est-ce qu'on va vraiment leur faire une sorte de programmation, planification pour qu'ils augmentent leur 1RM et qu'ils soient vraiment forts de la chaîne postérieure? Ça, c'est une autre question. Pour monsieur et madame tout le monde, bien entendu, je recommande très fortement le soulevé de terre, tout simplement pour lutter contre la sédentarité. Comme je l'expliquais au début de la vidéo, la sédentarité affaiblit les muscles de la chaîne postérieure. Le meilleur moyen de les renforcer, c'est de travailler sur des mouvements comme le Jefferson Curl, bien que délicat, mais le deadlift, bien entendu, est un mouvement qu'il faut apprendre aux gens, ne serait-ce que pour l'éducation du placement du dos, mais aussi pour tous les bénéfices qu'il y a en termes de renforcement musculaire sur les muscles de la chaîne postérieure. J'aime bien utiliser des variantes. Double KB deadlift, double dumbbell deadlift, Jefferson Curl, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Farmer Carry, c'est très bien. Travailler en unilatéral, donc tout ce qui va être suitcase, Farmer Carry, suitcase deadlift. Donc suitcase, on est d'accord, c'est valise en anglais, donc ça va être par exemple faire des deadlifts en tenant l'halter que du bras droit. Donc on va amener l'halter au sol et on remonte en utilisant que la main droite et après on passe sur la main gauche, on travaille main gauche. Le côté unilatéral est intéressant pour un engagement plus important de tout ce qui va être sangle abdominale. Ensuite, j'aime bien utiliser les variantes comme le deadlift une jambe, le good morning, le Chinese plank, voilà, tous ces exercices qui vont permettre de renforcer la chaîne postérieure et qui sont aussi des exercices d'assistance pour le deadlift, donc qui peuvent aider des sportifs à améliorer leur performance sur le deadlift. Dernier point, et on va en parler parce que c'est très important, c'est le placement du dos sur le deadlift. Bien entendu, on évite d'avoir un dos rond. Maintenant, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une hyperlordose lombaire pour avoir un bon placement au départ? C'est un peu contrasté comme opinion et comme conseil maintenant. L'important serait d'avoir une posture qui ne bouge pas sur l'ensemble du mouvement. C'est-à-dire que si vous partez avec un dos qui est légèrement arrondi, mais que vous gardez ce gainage et cette position tout le long, il n'y a pas de mouvement au niveau des vertèbres, il n'y aurait donc pas de risque de blessure plus importante que de le faire avec un dos extrêmement bien placé. En revanche, là où ça peut être dangereux, c'est s'il y a vraiment un déroulement de la colonne tout le long du mouvement, où là donc il y a déplacement et mouvement des vertèbres et où là il pourrait vraiment y avoir blessure. Tout dépend de la charge, parce qu'un Jefferson Curl, on cherche justement à dérouler la colonne vertébrale petit à petit pour renforcer tous les muscles spinaux, c'est-à-dire tous les petits muscles qu'il y a entre chaque vertèbre qui permettent de bouger et de stabiliser les vertèbres, mais on va peut-être le réaliser à des charges beaucoup plus légères. C'est sûr que si vous avez un max à 200 kg et que vous commencez à faire du Jefferson Curl à 160 kg, est-ce que c'est vraiment judicieux? C'est pas sûr. Donc l'important, c'est à partir du moment où la barre et le mouvement est initié, que la position de la colonne ne bouge pas. Et bien entendu, on essaie d'avoir une position la plus neutre possible, sans forcément exagérer dans l'antéversion ou la rétroversion du bassin. Parce qu'un dos bien placé, c'est un dos avec une position de bassin neutre. Une personne qui part sur un deadlift avec un dos trop cambré, c'est aussi, et c'est potentiellement autant dangereux qu'une personne qui part avec un dos beaucoup trop arrondi. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi dire et qu'il faut prendre en connaissance de cause, parce que on voit souvent des coachs qui obligent à ce que les athlètes aient de très grosses cambrures au niveau des lombaires avant un départ sur un deadlift. Ce n'est pas indispensable. L'important, je le répète, je le redis une dernière fois, pas de mouvement du départ à la fin.
la posture et la position du dos reste la même tout le long.